Philippe, merci. Donc, on va vous présenter les uns après. On n'aura pas le temps de donner tous vos titres et qualités humaines surtout, évidemment, l'ouverture, la vision et la gentillesse, mais également... Donc, mais en tout cas, vos dadas et votre dada à tous, c'est évidemment un de nos business préférés, qui est la brique, qui est l'immobilier. Pourquoi ? Parce que c'est un ancrage de la vie. Et comment on va pouvoir, dans l'avenir, ancrer cette vie peut-être différemment. Comment les mètres carrés vont être alloqués de façon différente. Et donc, dans l'ordre ou dans le désordre, on va présenter chacun. Tu présentes ou je présente ? Je te laisse présenter, Voilà. puis moi je les interrogerai. Voilà, dans le désordre, voilà, à partir de ma gauche, notre ami Philippe Defait, qu'on ne présente plus parce que tu passes tout le temps dans les médias, toi. Hein. Tu es une star. Hein. Donc, économiste auprès de l'Institut du développement durable, également président de la société coopérative La Joie du Foyer, qui est une des 62, si je ne me trompe pas, entreprises d'habitat social et public donc en Wallonie, avec qui nous avons commis quand même 2-3 bricoles, n'est-ce pas, qui vont aboutir, j'espère, à des choses tout à fait intéressantes. Merci en tout cas pour ce travail qu'on a pu faire ensemble. On se sent vraiment très privilégié. Ensuite, Benjamin Cadranel ici, qui est le pilote de CityDev, à l'ancien SDRB, c'est ça. Donc, finalement, oui, tu as une vue vraiment sur ce qui se passe sur la région bruxelloise, donc c'est tout à fait intéressant. Et comme tu es vraiment, peut-être pas dans tous les coups, mais en tout cas dans beaucoup de réflexions sur comment valoriser les mètres carrés de foncier et les mètres carrés de bâtiments, et comment innover. On s'est très vite rendu compte qu'on était quand même vraiment sur les mêmes fondamentaux, donc on est ravis de t'avoir ici. Alors Steven, ça c'est une amitié de très longue date. Hein. Tu étais, je pense, au tout premier sommet de l'économie systémique à Louvain-la-Neuve, autour du Cradle to Cradle. Donc tu es un des 6 ou 7 experts de Cradle to Cradle, mais donc aussi architecte. Donc tu as pas mal laissé ta griffe à droite à gauche dans des villes et sur des bâtiments. Donc on est très content de t'avoir aussi, et en particulier avec ton grand coup qui a été le Anderlecht, évidemment les terrasses vertes. Ça a été vraiment tout le monde, je pense, a dû suivre et voir ça. Et alors, Brigitte, que je ne connaissais pas encore, et donc grâce à nos amis de AG Real Estate, tout de suite, par plusieurs canaux d'ailleurs, ah oui, Brigitte Gouder de Bourgard, également, donc on est ravis de vous avoir également, et ravis d'avoir une dame, hein. Parce que dans l'immobilier, c'est pas facile. Il était temps, là. Oui, parce que il nous faut des femmes, hein. Donc, voilà. Mais donc, on est ravis de vous avoir et avoir aussi votre regard féminin sur la question, mais aussi votre regard de dirigeante et d'investisseuse. C'est Réinvest, c'est ça, est-ce que je me trompe ? C'est ça, Réinvest. Et anciennement, vous étiez à la barre d'AG Real Estate, qui est également notre partenaire de Extrapreneur 5. Voilà. Oui, je suis trop loin du micro, là. Tu bouges sur le micro. Ah oui, donc c'est-à-dire que oui, les gens en ligne sont pas contents. Mettez bien le micro proche, parce que comme ça, on entend bien dans le streaming, ça nous avait été dit dans les conversations. Mais pour nous d'abord, quoi. Apparemment, c'est nous d'abord. On doit rester là. Allez, ça va, on va faire plus attention. Petit micro, là. Donc, alors la formule, on vous a, surtout Benoît vous a bien fait marcher droit, dans le sens où on va vous demander chacun à votre tour d'amener vos fondamentaux. Horizon 2030. Quelles sont vos clés, finalement, sans lesquelles, selon vous, on fera rien de vraiment intéressant dans l'immobilier, dans la construction? Quels sont les fondamentaux en cette espèce d'intelligence collective d'experts terrain, d'acteurs de terrain, et pour pouvoir après faire converger ça vers quelque chose de commun. Donc ça, c'est l'objectif. 4 minutes chacun. 4 minutes chacun maximum. Si vous voulez être plus concis, c'est possible aussi. Et ça laisse plus de temps après pour la discussion, les échanges, les questions du public. Et alors, elles sont quand même un petit peu dirigées. La question des clés d'avenir, c'est de voir quelles clés d'avenir vers un secteur immobilier et de construction qui conditionne une durabilité humaine, environnementale et économique. C'est-à-dire comment avoir un secteur de la construction et de l'immobilier qui s'intègre vraiment dans son environnement écosystémique et qui prend en compte les différentes dimensions dans lesquelles qu'elle va impacter. Sachant que l'immobilier est évidemment quelque chose qui est au cœur de toutes nos sociétés, c'est notre maison, c'est notre bureau et autres, etc. Donc comment est-ce que tous ces aspects peuvent être vraiment pris en compte pour aller vers une durabilité de l'ensemble de ces aspects qu'elle touche ?
Et c'est juste le plus gros chantier de l'histoire connue de l'Occident, de durabiliser l'immobilier public. Nos chiffres, c'est plus qu'1 trilliard d'euros pour la Belgique, sans compter le résidentiel. Donc c'est réellement le plus grand chantier. Quand bien même on aura l'argent, je ne suis pas sûr qu'on a les corps de métier pour faire ce job. On a une pénurie de 13 000 emplois pour le moment dans le secteur de la construction, je pense que vous le savez théoriquement, aussi. Si on voudrait, je pense, théoriquement, c'est un calcul théorique, mais si on veut rencontrer les agendas de Paris, des accords de Paris, il faudrait 250 000 de personnes aujourd'hui au travail en plus en rénovation. Donc c'est absolument colossal. Comment sortir de de cette charade, n'est-ce pas? Comment faire face à tous ces défis? Place aux dames, Brigitte, si vous voulez lancer ou ouvrir le débat. Voilà. On compte sur vous pour avoir les clés d'avenir, là. Et moi, je vais prendre... Ça fonctionne? Oui, le micro fonctionne, oui. Vous pouvez parler bien fort. Oui. C'est bon? Oui, c'est très bien. Bon. Alors, je ne vais pas vous donner vraiment les clés de l'avenir. Ce que je peux vous dire, c'est que le secteur de l'immobilier, c'est une industrie extrêmement large. C'est une industrie dont la matière première, c'est le foncier. Le foncier, c'est un bien qui est limité. Et donc, c'est sans doute la raison pour laquelle, avant de passer à l'acte de construire, on est obligé d'avoir des autorisations administratives qui, elles, sont données induites par le politique, puisque en fait l'autorisation administrative doit traduire les objectifs d'urbanisme d'une ville, objectifs d'urbanisme qui doivent intégrer à la fois les enjeux économiques, les enjeux d'intégration sociale, les enjeux de mobilité et de sécurité de la population. Alors sur ce foncier, un des gros problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que les plans d'urbanisme sont figés pour des périodes longues. Or, nos métiers et nos produits immobiliers évoluent très rapidement. Et donc, il y a en principe une inadéquation entre les contraintes réglementaires et les besoins de la production. Bon, si on passe à la production, ce sont en fait les promoteurs qui sont accompagnés par leurs architectes, leurs maîtres d'œuvre et tous les métiers de support qui sont nécessaires à la construction, les banquiers, les assureurs, enfin tout ce qui fait une équipe qui réalise un bâtiment. L'objectif du promoteur, c'est s'assurer que le bien qu'il va réaliser soit le plus vite possible occupé. Occupé soit par un utilisateur, soit par un investisseur, je vais y revenir tout de suite. Les utilisateurs, en fait, c'est toute la population, puisqu'un bien immobilier sert de logement à toutes les activités humaines, comme vous l'avez dit. C'est le logement dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, dans sa vie de loisirs, dans sa vie de santé. Alors, on a pour chacune des catégories des évolutions qui se font sentir, qui se sont, lors de la crise du Covid, à mon avis, renforcées, accélérées, mais toutes les tendances étaient déjà présentes. Si on les passe rapidement en vue, on peut dire que pour les bureaux, on ne va pas avoir de croissance du parc immobilier. On a connu ces dernières années des mises en place de bureaux diflex où les gens n'avaient plus de place, personnalisée. Je pense que ça, on va revenir légèrement en arrière. Par contre, on a le télétravail qui s'est mis en place. C'était un concept qui existait mais qui n'avait pas encore été fortement activé. Aujourd'hui, on en a fait l'expérience, on en a vu aussi les limites, parce qu'il est bien évident que le télétravail, une réunion en Zoom, c'est vraiment pas une réunion très efficace, parce qu'il y a le besoin, on est des êtres humains, on a besoin de contact physique, on ne sent pas les gens de la même façon. Donc ça, c'est pour les bureaux. Je pense qu'on va arriver vers un portefeuille qui va rester stable. Par contre, c'est un portefeuille qui va devoir être rénové largement, et sur un plan de la rénovation, pas uniquement les espaces intérieurs, l'organisation des espaces, mais les techniques spéciales. On a pu constater pendant le Covid une grande faiblesse des installations de conditionnement d'air des bâtiments. Et donc là, il y a un travail important, à mon avis, pour tous les propriétaires, de mettre en place une rénovation profonde de leurs équipements techniques pour s'assurer une qualité d'air. C'était un critère qui n'était absolument pas analysé dans le passé, ni par les utilisateurs, ni par les investisseurs. Je crois qu'aujourd'hui, ça va devenir une tendance lourde et un point sur lequel il faudra être extrêmement attentif. En matière de commerce, alors, on sait très bien que le commerce souffre aujourd'hui. On décrit beaucoup le e-commerce. Le e-commerce a montré ses preuves d'efficacité pendant la crise du Covid. Je pense que ça va continuer malgré tout à se développer.
Mais pour le problème de l'e-commerce, il y a un problème sous-jacent à celui-là, qui est le problème de la livraison. Et la livraison et les retours. Or, dans nos villes, nous devons organiser, ce n'est pas pensé du tout, au dernier kilomètre de stockage. Donc, il n'y a pas de petits entrepôts de stockage dans les villes qui permettraient, si vous voulez, des gros camions qui rentrent en banlieue des villes, se transforment, et pourquoi pas de faire des livraisons de plus en plus par des modes légers et électriques dans les villes, pour éviter toute l'arrivée des camions. En matière de logement, je pense que le Covid, il a certainement mis et on le sent déjà dans les tendances du marché, le besoin d'avoir un peu plus d'espace et aussi des balcons ou des jardins. Donc on voit une tendance lourde qui est de la demande vers ce type de biens. Je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse très largement à la problématique du logement des seniors. On s'est rendu compte que le logement des seniors dans les maisons de repos, et vous êtes tout à fait favorable à cette solution, je pense qu'il y a moyen de trouver des systèmes pour les seniors qui n'ont pas besoin de MRS, qui n'ont pas besoin d'encadrement médical, de trouver des solutions où ils abandonnent leurs grandes maisons, leurs grands appartements parce que ça n'est plus nécessaire quand on est veuf, on n'est plus qu'à deux, mais des logements qui soient près des services et qui aient une intégration de ces seniors dans la ville. Je vous parlais de la logistique, on en a dit un mot. Alors, il faut aussi savoir que l'investissement est un bien, j'ai fini une seconde, juste, un bien d'investissement. Oui, j'ai un rôle à jouer, c'est pour ça. Mais il faut aussi pouvoir tenir compte dans la réflexion de la position de l'investisseur final. De plus en plus, on va vers des modèles où l'utilisateur du bien ne sera que locataire de son bien, et derrière ça, nous aurons des grandes foncières qui soient le résultat de l'épargne privée ou de l'épargne publique, qui vont être les investisseurs. Et ces investisseurs, ils ont une vision, c'est une vision à long terme. Et donc pour eux, ce qui est important, c'est la durabilité de leur investissement. Et le problème de cette durabilité passe par la nécessité d'avoir des bâtiments flexibles à terme, qui peuvent avoir plusieurs vies. On voit bien que les bâtiments des années 60, ils n'ont pas de deuxième vie et qu'on les démolit. Par contre, des bâtiments qui datent du début du XXe siècle, ils sont toujours présents, on les rénove, ils sont à leur quatrième ou leur cinquième vie. Donc ça, c'est un élément où on peut avoir une pression sur les investisseurs à long terme. Mais j'arrête parce que je dépasse. Très bien, Brigitte. Mais très bien, très intéressant. C'est déjà mais on sent vraiment que c'est du vécu. Et merci beaucoup, Brigitte. C'est déjà un très bon constat, en effet, au niveau du secteur. Donc, merci beaucoup. Et ce que j'entends là-dedans, c'est vraiment ce côté qu'on ne va pas vraiment aller vers plus de construction, mais plutôt aller vers plus de rénovation. C'est certain. Plus de rénovation liée vraiment à une qualité de vie, qui passe par la qualité d'air, qui passe par des espaces extérieurs, et elle est vraiment plutôt vers cette vision long terme de durabilité qui nécessite une flexibilité alors des bâtiments et aussi qui permettent une flexibilité dans la destination. Un bâtiment de bureau peut devenir une école, peut devenir des logements. C'est ça. Donc il faut que avec toutes les discussions urbanistiques et tout ça qui auront lieu sur la destination, tout ça va demander aussi de bouger un peu les clous au niveau. Pendant ce temps, je signale quand même que Hugo ici, pendant les trois, qui est notre spécialiste en visualisation systémique, comme nous sommes dans un sommet d'économie systémique, on a voulu, et grâce aussi à l'outil qu'elle a développé, setvortex.com, visualiser en fait la discussion en temps réel. Donc pendant toute cette heure, vous allez voir évoluer, si vous voulez, le lien entre les enjeux en écosystème. Va émerger naturellement par les liens forts et les liens faibles, les contradictions, les antagonismes, mais aussi les convergences. Vous allez voir émerger en fait par cette intelligence de la complexité est incarnée par l'outil qu'elle a développé et qui est aujourd'hui utilisé dans presque 150 pays, dans 3000 villes, pour cartographier. Donc on se sent très privilégié de l'avoir parmi nous et qui va lui-même cartographier la discussion qui a développé l'outil. Donc voilà, on se sent très très heureux de t'avoir parmi nous. Merci Hugo. Voilà, merci beaucoup Brigitte pour cette première salve. On va faire dans l'ordre. Voilà, Steve, dis-nous comment toi tu vois les fondamentaux Horizon 2030. Bon, et je suis très d'accord avec tout ce que j'ai entendu, si ce n'est qu'il faut quand même fixer les choses. Ah, voilà.
Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que Brigitte a dit. Je suis d'accord pour Bruxelles, je suis d'accord pour le nord de l'Europe. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une estimation que d'ici 2050, on va construire autant dans le monde que ce qui s'est construit jusqu'à présent dans l'humanité. Hein. Donc il y a, alors, bonne chose ou pas bonne chose, il faut freiner, il faut faire un tas de choses, mais ça vient à dire que pour moi, la ville peut être la solution. Hein. On parle souvent des problèmes urbains, mais je pense que la ville, elle doit être la solution, vu l'expansion démographique, etc., dans le monde. Alors ça n'étonnera personne, et certainement pas Michel, si je parle d'économie circulaire à impact positif, puisque c'est mon dada. Et je voudrais simplement rappeler que l'économie circulaire, ce n'est pas seulement du recyclage, c'est même pas seulement une histoire de matériaux, c'est vraiment une histoire de créer une ville régénérative qui peut se reconstruire sur elle-même, qui peut évoluer et qui peut trouver, vous allez le voir, je vais en parler dans un instant, trouver des modèles financiers nouveaux, plus coopératifs et plus liés public-privé, qui permettent à la fois de rendre la ville productive. Tu as parlé de ma ferme urbaine à Anderlecht, la ferme Big. C'est une manière de prouver que l'économie circulaire peut créer à la fois de l'emploi, de la nourriture saine, traiter l'eau, améliorer la qualité de l'air, créer de la biodiversité et essayer de résoudre des problèmes de logistique qui sont les plus difficiles à Bruxelles aujourd'hui. Pour moi, la vision doit être écosystémique. C'est évidemment en résonance avec ce dont on parle ici, parce que ce sont les externalités qui font que l'économie circulaire, dans l'économie circulaire, il y a économie, au pluriel, j'ai envie de dire, c'est créer des économies. C'est aussi faire des économies, mais c'est créer de nouvelles économies. Et c'est dans les externalités qui viennent des liens entre les différents, ce qu'on a appelé des silos jusqu'à présent, entre les différents thèmes qui vont faire des valeurs à l'avenir. Alors, il faut du financement. Pour moi, je l'appelle du Regenerative Finance. C'est un produit qui est en développement aujourd'hui au Canada et aux États-Unis, qui est en train de se développer, en tout cas dans certaines communautés, où en fait l'idée est de regrouper à la fois le foncier, le produit immobilier, mais aussi tous les services et les réseaux qui le distribuent. C'est-à-dire qu'au lieu que le bénéfice de tout ce qui est réseau digital, électricité, CO2, oxygène, eau, etc., aille à des grandes multinationales ailleurs, ces grandes multinationales d'ailleurs peuvent profiter d'une société coopérative pour participer à quelque chose, mais que la valeur du fonctionnement, j'ai envie de dire du quartier ou du campus, reste dans ce campus pour pouvoir régénérer, pouvoir payer l'évolution de ce campus. Et donc c'est un financement qui est en cours aujourd'hui. Alors pour pouvoir ce faire, il faut évidemment une mixité fonctionnelle et sociale. Brigitte en a beaucoup parlé, mais aussi optimiser l'usage. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est hallucinant de voir qu'une école est utilisée moins d'un tiers ou un quart du temps, si on compte les nombres d'heures. C'est comme pour les voitures, c'est une catastrophe. Alors tout ça est lié évidemment au fait de pouvoir permettre des échanges entre ces différentes fonctions, que ce soit de la chaleur, du data, de l'information, de l'eau, de l'air. L'air est évidemment, et je le défends depuis très très longtemps, un élément essentiel dans le bâtiment, c'est la qualité de l'eau et de l'air. Il y a ensuite l'amélioration du cadre de vie et de la densité. Une ville doit être dense sur ses moyens de transport, etc. Je parlais de problèmes de mobilité, Brigitte en a parlé aussi. Plus on est dense, plus moins on a besoin de déplacement quelque part. Et ça veut dire que pour avoir une ville dense, il faut une ville qui soit biodiverse et dans laquelle on a toutes les qualités de vie possibles. Alors je voudrais juste terminer par... il y a un livre que je n'ai pas encore lu parce qu'il n'est pas encore sorti, mais j'adore le titre. J'adore le titre, ça a été écrit par Roman, alors c'est un nom imprononçable, Krajnik. C'était ton bouquin. Non, j'ai vu ça dans le Vif l'Express, je crois. Et en fait, ça s'appelle The Good Ancestor. Comment être un bon ancêtre pour les générations futures. Et donc, c'est une vision que moi, je partage depuis très très longtemps, qu'il faut voir maintenant, c'est avoir une vision, non pas à 20 ans ou à 30 ans, à 50 ans, mais à 100 ans au moins. Ça ne veut pas dire qu'on sait comment ça va être dans 100 ans, mais qu'on peut déjà faire une feuille de route, et c'est la feuille de route de l'économie circulaire sur laquelle moi je travaille dans des projets avec ma société, avec BoPro, etc., sur des gros projets qui sont aujourd'hui d'essayer d'anticiper
les résultats des décisions qu'on prend maintenant pour être sûr qu'on puisse encore améliorer les choses plus tard. Alors ça rejoint la démontabilité, la préfabrication, les réseaux et les changements d'usage et tous ces éléments-là. Et c'est vraiment, si on a une vision qui est partagée, une vision partagée à 100 ans, mais on tire déjà plus ou moins dans la bonne direction et ça dépasse les 5 ans du politique. Merci. Très très bien, merci beaucoup Steve. Très intéressant. Donc c'est vraiment, ça rejoint ce côté de vision long terme qui revient d'arrêter de penser court terme comme on l'a peut-être fait pendant pas mal d'années ces derniers temps et de retourner vers une vision long terme, de se dire mais comment est-ce qu'on peut vraiment amener une terre qui soit en bonne santé, une société qui soit vraiment en bonne santé également, où il y a une qualité de vie. Et ça passe par des systèmes qui sont régénératifs, où on repense systémique, où on repense qualitatif et avec ces idées de finances régénératives ou autres. Donc très intéressant. Moi, j'ai pas encore entendu ça, ce produit financier qui intègre les services, c'est bien. Et d'ailleurs, by the way, je vais en profiter de vous avoir tous sous la main. Qui sont, selon vous, les villes best in class régénératives? Parce que ça, c'est intéressant de savoir, puisque vous voyagez tous, vos radars sont allumés. Qui sont les best in class? Alors, il y a beaucoup d'exemples partout, de petits morceaux. Je ne crois pas qu'il y a... Oui, il y a des villes, on peut dire que Rotterdam fait des efforts, il y a Copenhague aussi, mais c'est loin d'être systémique. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'exemples, d'éléments d'économie circulaire, et je suis en train de l'étudier pour une grosse société pour essayer de voir leur vision long terme, justement, où agir et où sont les low-hanging fruits sur lesquels on peut travailler. Et en fait, il n'y a pas d'exemple parfait, loin de là, et l'économie circulaire et systémique est très très loin d'être généralisée dans une ville. Mais il y a beaucoup d'exemples, d'éléments, et il faut aller les chercher et les mettre ensemble. Ouais, on vous reviendra là-dessus. Oui, voilà. Très intéressant. Benjamin. Oui, ben, j'enchaîne là-dessus. Hein. Parfois, il ne faut pas aller trop loin. Hein. Aujourd'hui, on a un projet à Laken qui est classé par Breham comme the most sustainable development in the world. Voilà. C'est quelque chose. C'est un projet de City Day. Vous portez évidemment. Qui s'appelle Tivoli Green City et qui est visité par des délégations de Singapour, Washington et de Louvain-la-Neuve ou de Forêt. Et donc, parfois, près de chez nous, on a des exemples intéressants et c'est important de pouvoir aussi le savoir, même s'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Je commence mes 4 minutes. Vas-y. Mais moi, j'ai l'impression, et j'ai entendu beaucoup de mots-clés que j'avais notés sur mon petit papier ici, donc je pense que pour le mind mapping, ça va être pas mal. Mais que la crise du Covid, elle agit vraiment comme un révélateur, un produit contraste. En fait, elle fait apparaître des choses qu'on savait déjà, qui étaient déjà analysées et sur lesquelles on était déjà en train d'essayer d'adresser des réponses, mais elle les a accentuées de manière assez spectaculaire. Et une des choses qui est claire, qui a été dit aussi, c'est que la société, elle évolue de plus en plus rapidement par des chocs, par des crises. Hein. Le nombre de personnes qui ont parlé de la rapidité des crises, de différentes natures, économiques, sanitaires, et qui font apparaître évidemment quelque chose que l'on sent, c'est l'interdépendance des problèmes. Et ça ramène un concept, 2 concepts même qui sont très à la mode ces derniers temps et encore plus maintenant, c'est le concept de résilience et le concept de solidarité. La résilience, la capacité à s'adapter aux chocs et à faire en sorte qu'on les vive de manière la moins difficile possible. Et la solidarité, qui est souvent liée à une idée généreuse, la solidarité, mais qui de plus en plus dans le monde dans lequel on est devient une nécessité parce que finalement nous sommes devenus chacun le risque de l'autre. C'est particulièrement évident quand on parle de santé et de maladie, mais c'est vrai pour l'économie, c'est vrai pour la production, c'est vrai pour la qualité de vie, c'est vrai pour la cohésion sociale, les haines qui s'attisent et les dangers pour la démocratie que l'on voit aujourd'hui. Et donc cette idée de solidarité, de se solidariser et de s'interconnecter les uns aux autres, elle est très forte. Or, le secteur immobilier, il a cette difficulté, c'est qu'elle est dans le titre, hein, immobilier, c'est un peu immobile. Et j'entends qu'il faut penser à 100 ans et être un bon ancêtre, mais on a aussi des exemples de planification à très long terme, de mégalomanie, qui ont débouché sur des catastrophes, parce que cette volonté de marquer son temps et les siècles à venir était sur des prémices qui se sont révélées relativement fausses ou qui ont changé trop vite. On a des exemples malheureusement sous les yeux en urbanisme comme cela. Donc comment résoudre cette quadrature du cercle de l'immobilité liée à l'immobilier et à l'urbanisme et de la nécessité de s'adapter au choc? Eh bien, je pense qu'il y a quelques clés. Une des clés, c'est d'avoir une approche holistique du développement urbain. Moi, je dirige une société qui s'appelle la Société de développement régional et le développement, c'est plusieurs choses en même temps.
c'est l'économique, c'est l'humain, c'est la cohésion sociale. Et dans les grands défis que je vois pour les années à venir, parce que je dois être très to the point maintenant, il y a la question du logement public. Il n'y a pas assez de logements publics à Bruxelles et donc ça met les gens dans des situations de danger par rapport à leur logement. Et on voit que dans les grandes villes occidentales, la crise du logement, le budget que l'on doit consacrer à ça, la qualité de vie que l'on a dans des logements trop petits, particulièrement en période de confinement, mais de manière générale, c'est un problème. Et les villes qui scorent le plus haut en qualité de vie, ce sont les villes qui ont des logements publics en nombre. Et ce n'est pas Bucarest et Berlin-Est avant la chute du mur, hein, c'est Vienne. Et Singapour, effectivement, également. Donc, c'est pas vraiment donc c'est un des points. Et là, il y a peut-être une opportunité, puisque le secteur immobilier, c'était encore dans l'écho hier, a très peur d'une baisse de la demande et d'une baisse des investisseurs. Eh bien, les pouvoirs publics doivent être là pour faire produire par le secteur privé des logements pour le public. Il y a un matchmaking à faire là. Et nous, on le fait déjà avec des appels à projets depuis quelques années. Et je pense que la Société du logement se lance là-dedans. C'est dans les priorités du gouvernement bruxellois. Et donc, on a vraiment une opportunité de significativement augmenter le nombre de logements publics dans toute leur acceptation. L'autre grand défi pour moi, c'est la fabrication en ville. C'est bien de s'occuper de logistique urbaine, mais c'est encore mieux quand on peut produire en ville. J'ai ici avec moi un masque. Hein. Donc on a dit que c'était difficile de faire amener des masques. Ces masques ont été produits en 2 semaines dans des Fab Labs bruxellois par des makers bruxellois. Et c'était à la fois du bottom-up, parce que c'est des makers qui les ont faits, mais il y a quand même eu une coordination par les pouvoirs publics, comme quoi les solutions peuvent aussi venir, pas seulement d'en haut, mais d'une association de en haut et du terrain. Et en 2 semaines, on a produit 25 000 masques. Ils ont été produits par des Bruxellois, à Bruxelles, pour des Bruxellois. Et la production en ville, dans la cité, par les citadins, pour les citadins, plutôt que de produire des véhicules allemands en dehors, à la lisière de la ville pour l'exportation. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on doit réussir à faire. Et c'est de la mixité fonctionnelle, c'est de la mixité sociale avec les logements sociaux. Et je pense que ça, c'est 2 grands trends sur lesquels les pouvoirs publics doivent s'articuler. Et je m'arrête là puisque j'ai épuisé mon temps. Mais merci beaucoup, c'est très bien. Hein, Oui, très intéressant. Ça enrichit encore le... Mais on revoit de nouveau ce côté de retour à la ville, hein, qui était déjà présent par Steven avant. Donc ce côté de dire, la ville, en fait, c'est une opportunité aussi. Malgré qu'on voit beaucoup de personnes qui ont envie d'un retour vers la campagne, parce qu'ils ont été confinés comme ça dans leur appartement, ça leur a fait un petit peu peur. Mais la ville a une opportunité à partir du moment... Oui. Mais les habitants à la campagne, c'est la destruction de la campagne. Il faut juste se rendre compte de ça. Que la ville à la campagne, c'est la destruction de la campagne. Et parfois aussi, certaines communes bruxelloises qui pensent avec un modèle extrêmement généreux en espace, en jardin, en potager, etc. Mais si jamais ces communes devaient se développer de cette manière sur tout l'ensemble de l'agglomération bruxelloise, on aurait en fait Los Angeles à Bruxelles, parce que c'est l'étalement urbain. L'étalement urbain, c'est la pire des choses. Donc il faut de la densité, il faut de la densité intelligente, mais l'absence de densité, c'est ce qu'il y a de moins durable, c'est ce qu'il y a de moins écologique. Il faut bien se rendre compte de ça. Donc c'est ça, donc c'est une densité, c'est un retour à la ville, mais de façon résiliente, de façon solidaire, avec une vision long terme, mais pas trop non plus, il ne faut pas que ça devienne mégalomane, hein, comme on le disait. Voilà, donc c'est trouver quand même cet équilibre. Mais le besoin d'espace vert, de jardin qu'on a senti pendant le Covid, il peut être offert en ville. Et pour ça, il est nécessaire que les infrastructures dans la ville soient gérées par le public, organisées et réalisées par le public, avec une vision, de nouveau, comme disait Benjamin, holistique. Ce qui malheureusement en région bruxelloise n'existe pas. Voilà. Mais en tout cas, Pas merci pour Par certains. Sauf évidemment les projets que tu portes. Oui, voilà. D'ailleurs, pour la campagne, on y reviendra l'année prochaine. On vous invitera tous dans le premier quartier autonome, écologique, locatif, abordable, capteur de CO2, en Brabant wallon. C'est jamais vu et je vous assure que ce sera vert. Et c'est un projet Extrapreneur 1. Et on a eu les grosses négociations ici avec l'urbanisme et on avance. Philippe ? Sans détruire la campagne. Hein, ça. Au contraire, régénérer. Voilà. Merci pour ce débat qui est bien Floor is intéressant. yours. L'histoire du logement social fait qu'on part avec 2 handicaps. Premier handicap, public égale social. Et donc ça veut dire qu'il n'y a que du social et pas de mixité. Et des concentrations d'immeubles, de logements. C'est un handicap total. Et ce handicap, c'est très concret. On n'a ni mixité et on n'a plus non plus ce qui était l'ambiance des quartiers populaires comme on avait à l'époque. Il ne s'agit pas de mythifier, hein, c'était parfois très dur les quartiers populaires, mais au moins, ces pauvres-là, ils avaient développé une vie. On n'a plus ni l'un ni l'autre.
Et donc la question qui se pose, comment est-ce qu'on va faire, hein? Et ici, je dis tout de suite, je renforce ce que Michel vient de dire. On a la chance, à la Joie du Foyer, donc qui est la société de logement de service public que je préside, de travailler avec Extrapreneur. Donc il faut maintenant viser, avec ce qu'on a, résultat de l'histoire, ce que j'appelle une qualité totale. Voilà. Qualité totale, c'est bien sûr les questions énergétiques, mais ça peut paraître paradoxal pour quelqu'un qui est écolo. Je ne dis pas qu'on attache trop d'importance à la question énergétique, mais on n'en attache pas assez aux autres. Et je trouve dramatique, pourtant ce mouvement est bienvenu, le plan de rénovation du gouvernement wallon pour une partie du parc immobilier social wallon est beaucoup trop concentré sur la question énergétique et pas la question de la qualité totale. Qu'est-ce que ça s'appelle qualité totale? Vous savez, c'est l'environnement, c'est les liens sociaux, la multifonctionnalité, la lutte contre la chaleur, hein, parce que c'est au moins aussi important que de se chauffer aujourd'hui, les services de proximité, des quartiers finalement ouverts sur eux-mêmes et sur les autres. Le quartier doit devenir l'unité de référence de nos réflexions publiques-privées. Et je vais l'illustrer de la manière suivante. Tous les jours, dans nos quartiers, dans nos villages, à Bruxelles comme à Namur, comme ailleurs, vous avez des gens qui vont d'un bout à l'autre du territoire. Par exemple, les aides à domicile, qui sont organisées sur base et piliers en Belgique, fonctionnent, on va partout. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas demain organiser les services d'aide à domicile, les soignants, les aides familiales, dans le quartier, et pas surveiller? C'est ce que j'appelle passer d'une logique de pilier à une logique de quartier. La question qui se pose évidemment, mais qu'est-ce qu'on fait avec le bâti existant? Et ça, c'est une question évidemment essentielle aujourd'hui. Certainement en matière d'énergie, qu'on rénove si on décide de rénover, il faut aller tout de suite au bout. Il faut sortir de cette logique qui est héritée du début de la réflexion sur la question énergétique, où on procède par étapes. C'est la pire des choses. Elle n'est pas pertinente d'un point de vue énergétique et elle n'est pas pertinente d'un point de vue économique. Pourtant, beaucoup de ménages continuent à rester dans cette logique et beaucoup de sociétés de logement, de services publics sont dans cette logique incrémentale, mais qui à un moment donné aboutit sur une impasse. La question centrale ici, et sur laquelle on est actuellement, hein, dans le cas particulier... Et on n'est pas d'accord sur tous, donc c'est intéressant. C'est est-ce qu'on fait de la démolition, de la reconstruction, ou est-ce qu'on fait de la rénovation lourde? Et désolé de le dire aujourd'hui, on n'a pas d'outils clairs pour répondre à cette question. Et je pense que parfois, on fait des erreurs, y compris dans le privé, hein, pour toutes sortes de raisons, parce qu'effectivement, s'il n'y a que le critère économique ou que le critère du foncier, parfois il vaut mieux démolir, c'est clair. Mais je pense que cette question est essentielle. Alors, comment financer tout cela? Moi, je n'ai aucun problème idéologique de ce point de vue-là. Il faut évidemment des partenariats, mais toutes sortes de partenariats. Pour donner une illustration, dans le cas de la Joie du Foyer, on explore partenariat avec une association. Donc, ni le secteur privé, ni le secteur public, mais à un moment donné, on va associer le privé dans ce cas-là. Donc, il faut vraiment travailler avec tout le monde, et en particulier pour ce qui est de l'énergie. Moi, je pense que c'est une erreur quand les sociétés de logement de service public essaient d'organiser elles-mêmes des métiers spécialisés comme l'énergie pour lesquels elles ne sont pas particulièrement compétentes. Il faut travailler avec des acteurs du privé qui sont compétents dans ce domaine. Et je voudrais terminer effectivement par la question centrale qui déborde celle des logements de service public, c'est la question des partages d'équipements. J'ai été membre d'un collège communal pendant 10 ans. J'en avais ras-le-bol d'avoir toutes les semaines des demandes d'associations, de troupes scouts, de tout ce que vous voulez, des clubs d'échecs, etc., qui voulaient leur local à eux. Mais on ne va quand même pas donner un local à des gens qui l'occupent 2 heures semaine. Il y a dans la Joie du Foyer une immense salle qui ne sert quasiment pas. Eh bien, je pense qu'on doit avoir une réflexion sur comment est-ce que cette salle peut servir à amener dans le quartier des gens qui sinon ne viendraient jamais dans ce quartier. Le partage des équipements, qu'ils soient économiques ou qu'ils soient d'infrastructure, est aujourd'hui une clé centrale pour construire une démarche résiliente sur le plan humain et sur le plan écologique. Voilà. Très intéressant, merci. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint de nouveau, on est toujours dans cette logique de quartier ici, dans un quartier qui doit être ouvert donc sur lui, mais également sur les autres, et sur le partage des bâtiments,
qui revient également. Où c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a plein de bâtiments qui sont soit même pas complètement occupés, soit en effet pas optimisés comme les écoles, qui ont également un potentiel énorme pour pouvoir accueillir les autres associations de quartier. L'école n'est jamais occupée interdit. Si vous voulez parler... L'école n'est jamais occupée interdit. Quand vous avez les congés scolaires, les week-ends, les périodes de stage, les périodes d'examen, les périodes de blocus, etc., une école n'est pas occupée un tiers du temps. Surtout quand on parle de la salle de gym ou certains éléments qui Tout sont... à fait. Bon, on en parlait hier, et c'est vrai que moi j'ai une ASBL où on accompagne les écoles dans leur transformation systémique, et ça fait partie de nos leitmotifs, de dire, voilà, une école, c'est une maison de l'éducation pour tous, une maison de quartier, où en fait, ça doit être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en fait, on se base sur un modèle québécois qui le fait. Et en fait, ça me donne même une rentabilité financière à l'école aussi, parce qu'elle peut louer alors les locaux, etc., qui sont des bâtiments en fait qui peuvent devenir vraiment le cœur d'un quartier et le cœur d'une mixité aussi culturelle, quoi. Moi, j'ai envie de rebondir là-dessus, parce que cette idée de mixité des usages et des partages de bâtiments, elle est centrale aussi sous l'angle de la qualité de vie. Trop souvent, nous sommes exposés, nous devons construire bon marché à Bruxelles, où forcément l'espace est plus cher qu'en dehors de Bruxelles. Et on doit expliquer à des gens que c'est mieux de vivre à Bruxelles que de vivre en dehors de Bruxelles pour un prix supérieur. Comment est-ce qu'on fait ça ? Puisqu'effectivement, le modèle idéal, c'est chacun sa maison, son jardin, son chien, si on a des moyens, sa piscine, son potager. Et en fait, c'est la même chose que pour l'école. En réalité, le partage ne doit pas être un partage subi, mais un partage désiré. Dans les projets que nous concevons aujourd'hui, on essaye de faire prendre conscience aux gens que ça peut être agréable de partager une buanderie. Parce qu'on ne doit pas payer sa machine à laver, c'est vrai. Parce qu'on ne doit pas forcément payer l'électricité parce qu'elle est produite par les panneaux photovoltaïques. C'est le cas pour Tivoli, c'est le cas aussi de l'eau, qui est de l'eau de pluie récupérée. Donc il y a un gain économique. Mais c'est aussi sympa parce que son voisin peut vous aider et on peut s'entraider. Pareil pour un potager. Combien de fois un potager peut tomber en rade parce qu'on est parti en vacances ou qu'on ne sait pas comment s'occuper des choses. Pareil pour les enfants qui jouent dans le jardin. Plutôt que de jouer seul dans un jardin muré de ville, ils jouent dans un jardin commun avec les enfants des voisins. Et en fait, ce partage n'est pas subi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas les moyens d'avoir mon propre jardin. Oui, il y a un intérêt réel. Il y a un vrai intérêt et une vraie qualité. En plus de ça, en offrant malgré tout un espace privatif, parce qu'on a besoin de temps en temps de se retrouver chacun chez soi. Et d'avoir quand même son intimité. Sur une terrasse. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est mieux de partage. Et pareil pour l'adaptabilité dans le temps. Nous, on construit aujourd'hui dans un quartier à Anderlecht qui s'appelle Citygate un BAM, un bâtiment à affectation multiple. C'est un bâtiment qui est conçu dès le départ pour être capable d'accueillir soit des fonctions productives, type petite entreprise, soit du logement. Et ça va se commercialiser en fonction de la demande. C'est un cauchemar en termes de construction, c'est encore un pire cauchemar en termes d'urbanisme. Mais c'est l'idée que justement le bâtiment doit pouvoir s'adapter aux usages qui vont évoluer dans le temps. Et le dernier grand enjeu, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. C'est qu'est-ce qu'on fait avec les bâtiments qui sont temporairement inoccupés. Il ne faut pas tout de suite imaginer soit de les reconvertir, soit, parce que les techniques n'existent pas encore pour pouvoir le faire, soit de les démolir, mais parfois simplement de continuer à les utiliser pour autre chose. Les occupations temporaires. Des bails précaires qui peuvent être... Et c'est un vivier de dynamisme. Les gens recherchent parfois ce lieu-là. Encore une fois, pas parce qu'ils le subissent, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter du neuf. Comme on a vu à CU ici. À CU ou à Citygate. Voilà. Sont en période de transition. Exactement. Et que cette dynamique-là, le fait de participer à cet univers qui se transforme, cette hybridation des usages, en fait, elle est porteur de valeurs positives, pas uniquement subies. Je vais juste permettre aux internautes, il y a du monde qui nous suit, envoyez vos questions, vos suggestions dans les commentaires du live streaming. Comme ça, on pourra amener ça au panel. Et également, continuer à regarder en temps réel le tableau qui est en train de s'enrichir des liens systémiques. C'est justement, tout le monde en parle maintenant. On était parmi les tout premiers à parler de systémique. Maintenant, voilà, on a même les outils qui nous permettent. Voyez évoluer la chose. Alors voilà, donc on est dans le débat là. Oui, Steven, et puis ensuite Brigitte. Moi, je voulais juste ajouter un petit point à ce que tu viens de dire. C'est que ce partage peut aussi être un service rémunérateur. La buanderie dont tu parles, ça peut être une buanderie de quartier qui va être moins chère pour ceux des logements qui partagent. Les copropriétaires. Les copropriétaires, etc. Mais ça devient un service qui peut payer quelqu'un parce que quand c'est pas géré,
ça peut être une catastrophe. C'est comme les potagers, c'est comme tous ces éléments-là. Si on ne peut pas payer à un moment quelqu'un qui s'en occupe, et il y a pas mal de formules justement aujourd'hui qui sont en train de naître, des petits modes, de petites coopératives, etc., qui peuvent avoir une rentabilité. Et ça, je crois que c'est important. Je me souviens, on en avait parlé sur le projet Tivoli justement au départ, quand on avait parlé de ça, on va dire, ouais, mais si c'est pas utilisé, comme la cuisine collective, si c'est pas utilisé, 1, ça peut être autre chose, 2, ça peut se transformer, et 3, ça peut être rentable. Donc ça peut être le premier commerce, entre guillemets, peut être la buanderie qui fonctionne avec les photovoltaïques, l'eau de pluie, etc. Ouais, tout à fait. Ouais, très intéressant. Donc cette flexibilité, ce côté plus holistique, plus global. Et on a parlé à un moment donné aussi de l'importance des logements publics. Enfin, je sais pas, Brigitte, vous vouliez peut-être rebondir d'abord avant ou... Non, je voulais simplement dire que l'usage des bâtiments en attente de rénovation, il y a un groupement qui s'appelle Comuna qui fait ça extrêmement bien à Bruxelles. Tu es pas d'accord ? Non, mais si, je les connais, je travaille aussi avec eux. Moi, je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Donc, il y a l'approche associative et sociale qui est portée notamment par Comuna et par d'autres, et on travaille avec eux. Mais parfois, il y a d'autres approches, parfois même avec de la rentabilité, et qui sont efficaces et qui donnent des solutions. Donc je pense vraiment que pour l'instant, il y a vraiment un mouvement global à Bruxelles et on n'a pas à rougir, on n'est pas les meilleurs de la classe, mais on a pris le train en marche et on a des choses intéressantes. Vous avez parlé de CU aux casernes, il y a Citygate, qui est un autre projet public là, de CityDev, et il y a Bistebrook également, et là c'est BPI, donc c'est des privés, et ils veulent se lancer là-dedans aussi, parce qu'ils se rendent compte que et même avant ça, Tour et Taxi a été une belle expérience avec le festival Couleur Café. Finalement, vous donnez de la publicité à un endroit, vous faites du placemaking, comme on dit en novlangue, mais en plus de ça, vous contribuez déjà à régénérer la ville. Et effectivement, déjà aux rénovations, déjà la visibilité, ça évite la taxe aussi de non-utilisation du bâtiment aux propriétaires. Donc il y a quand même un intérêt justement dans cette période de transition entre ce que je rénove, est-ce que je démolis, qu'est-ce que je fais, d'optimiser ça. Et qui peut également être une solution alors pour ces fameuses ASBL ou ces scouts qui ont besoin aussi de locaux, qui pourraient trouver... Et vous savez, un des éléments aussi qui est intéressant, parce que tout ça part d'une logique de circuit court, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces endroits de partage, hein ? On retrouve l'idée que l'un utilise les ressources de l'autre, parfois ce sont des déchets, donc on est dans la circularité, mais pas seulement, simplement la mise en commun de synergie, et on redonne quelque chose qu'on oublie parfois, mais c'est du sens. Le monde globalisé, il fait parfois un peu peur parce que vous prenez un truc, vous ne savez pas où ça a été produit. Alors bon, ok, souvent maintenant c'est la Chine, mais avec une espèce d'architecture corporate qu'on comprend rien. Comment est-ce que les choses se font ? Tandis que quand vous touchez un vélo qui a été fabriqué par le type à côté de chez vous en buvant une bière qui a été faite avec du houblon qui pousse juste à côté, et que vous pouvez faire réparer votre vélo par le réparateur juste à côté, et que vous mettez ça à l'échelle du quartier, eh bien il y a un élément en plus qui revient, c'est le sens et le sens lien de la communauté. Oui. Et ça fait du bien quand on est un petit peu face au vertige du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est un petit peu de la nostalgie finalement de nos grands-parents. On a connu ça, ceux qui ont plus ou moins nos âges, 50 ans et plus, ont connu le petit réparateur de vélo, ont connu tout ça. On a l'interview hier de Michel Petit qui racontait, moi, que quand j'étais dans ma ferme de mon grand-père, on doit revenir à cette mode de fonctionnement-là. Et ce qu'il n'y a pas, je voudrais quand même lancer une question aussi au panel. On parle tout le temps de collaboration, de lien, de mixité. Et au fond, moi, je me rends compte sur le terrain, la grosse difficulté, c'est quand même toujours cette capacité de collaborer. On n'est pas obligé, aujourd'hui, on est trop riche. Mais est-ce qu'il n'a pas, on doit s'inspirer, par exemple, d'Amérique latine, d'Amérique centrale, d'Afrique, de tribus qui, par nature, collaborent ? On est un pays, finalement, assez égoïste, hein, mais comment rompre cette espèce de seuil de finalement, mon truc, ma machine à laver, mon espace, mon garage, mon machin ? Il y a, pour faire le lien entre ta question et ce que Benjamin vient de dire, de nouveau sur l'utilisation temporaire d'un bâtiment. On sait que ça prend 2, 3, parfois 5 ans avant d'avoir un permis ou pour un bâtiment, etc. Ça peut prendre beaucoup de temps à Bruxelles et ailleurs. Mais pendant cette période-là, il y a toute une période aussi dans les cas de rénovation lourde où on peut démanteler déjà et récupérer des éléments et utiliser quasiment le bâtiment comme atelier local qui va être mobile et qui peut bouger d'un chantier à l'autre. Je travaille sur 2 projets aujourd'hui pour un très grand promoteur immobilier sur lesquels cette question se pose parce qu'ils ont un patrimoine
qui a vieilli. Et dans chaque cas, on essaie de trouver des solutions pour réutiliser les matériaux intelligemment, soit sur place, toujours le problème de stockage. On est en train de travailler aussi sur une zone de stockage de matériaux avec la région d'ailleurs, dans un projet qui s'appelle Irisphère, pour faire une sorte de parc de revalorisation de matériaux, etc. Même aller jusque le retraitement du béton, etc. Et il faut créer des espaces. Alors là, c'est des partenariats avec le public parce qu'il faut trouver du terrain, il faut trouver des zones pour le faire avec le port de Bruxelles, avec différentes organisations. Mais aujourd'hui, cette utilisation temporaire du bâtiment peut être vraiment de la production de recyclage, de surcyclage de matériaux de réutilisation en ville. Et il faut savoir que toute cette matière première qui est en ville, il ne faut pas qu'elle sorte, il ne faut pas qu'elle aille à 500 km pour revenir ou simplement être jetée. C'est ça, on en vient à ce côté circulaire et régénératif que vous disiez dès le départ, qui est de dire, mais en fait, tout peut être réutilisé, on peut trouver une utilisation à tout. Comment optimiser l'ensemble à une question du public. Mais moi, avant le public, j'avais encore une petite question par rapport à ce qui avait été dit, parce qu'il y avait tellement de choses déjà intéressantes. Garde-la, on va donner priorité à nos auditeurs. Oui, Garde-la précieusement. Ok, ça va. Alors, quels sont, et je sais que c'était une vraie grosse question, qu'on a d'ailleurs avec Extrapreneur également, c'est quelles sont les conditions pour rendre les projets circulaires et ou urbains rentables? Question de Jude Hitt. Là, soyons clairs, ou bien on joue avec des subsides et des subventions, et en général... C'est naturellement après. Excusez-moi de le dire, mais en général, les pouvoirs publics sont les plus mauvais pour sélectionner les bonnes technologies. Ou bien il faut trouver des mécanismes globaux, et il n'y en a qu'un aujourd'hui, qui doit s'imposer. Vous mettez un juste prix sur l'énergie, et toute une série de problèmes se règlent automatiquement. Quand je dis se règlent automatiquement, c'est-à-dire que les acteurs sont amenés à faire les bons choix, qui en général rencontrent et l'intérêt privé et l'intérêt collectif. Je suis désolé de le dire, mais l'énergie pas assez chère. On ne parvient pas à arriver à ce stade, ni au niveau belge, ni même au niveau européen. Juste prix d'énergie égale toute une série de micro-décisions qui changent de nature et d'orientation. Ça veut dire quoi pour vous, justement, ce juste prix de l'énergie? Le juste prix de l'énergie, c'est une taxe carbone sur les énergies fossiles. D'au moins 100 euros, hein, voilà, au moins. Et même chose pour les déchets. Juste prix de la destruction de matériaux. Aujourd'hui, ce qui freine l'économie circulaire dans son modèle économique, parce que avant d'être environnemental, c'est un modèle économique, parce que sinon ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on ne tient ni compte de toutes les externalités possibles, mais en plus de ça, ça coûte rien aujourd'hui, ou pas assez cher en tout cas, de se débarrasser de moquettes. Et quand je vois l'industrie cimentière et autres qui dit c'est très bien, on fait du recyclage parce qu'on chauffe du ciment avec les déchets, voilà, ils font le mieux qu'ils peuvent, mais il y a d'autres solutions sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Et tant qu'on peut exporter des déchets bon marché à l'extérieur de l'Europe, bon, on ne peut plus aller en Asie maintenant, mais on va maintenant dans le nord de l'Afrique, eh bien, évidemment, ça ne favorise en rien. Voilà. Tant que jeter, en fait, rapporte plus que récupérer, en fait, ça pose un souci. Oui. Que consommer. Benjamin et ensuite Brigitte. Ce sont des propos qui peuvent évidemment faire un petit peu peur quand on dit ça. Et les derniers exemples de taxes environnementales en France, on a vu les réactions que ça a donné. Et donc, je pense qu'une des manières de l'expliquer, parce que évidemment le raisonnement est tout à fait exact, c'est de dire qu'il faut faire un transfert de subsidiation. Aujourd'hui, on subsidie l'énergie, on subsidie les transports de manière cachée. Pendant longtemps, les transports, c'était quelque chose de gratuit. Les routes, c'était gratuit. Le parking, c'était gratuit. Et tout ça a en fait un coût. Et donc, il faut faire un transfert de l'aide publique vers les énergies non renouvelables et vers les transports non durables, vers d'autres modes plus vertueux. Donc il ne faut pas arrêter d'aider, il ne faut pas dire aux gens ça va vous coûter plus cher, simplement on va aider les pratiques qui sont les plus vertueuses et les plus durables, et un peu moins aider celles qui se sont révélées être des formidables facteurs de développement dans un premier temps, mais qui nous amènent à une impasse. Et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur la nostalgie, parce que c'est pas un reproche que vous faites, mais c'est quelque chose que l'on entend parfois. Hein, moi, j'ai parlé souvent aussi de logement de fonction, ce qui rejoignait votre idée d'avoir des personnes qui travaillent dans un quartier, qui habitent pas loin de ce quartier, hein, dans les services, des infirmières, des réparateurs, etc. Et on lui dit, ouais, vous êtes en train de recréer le phalanstère ici, votre village industriel, etc. Et donc vous êtes totalement au 19e siècle.
Et c'est pas faux. Hein. Il y avait du mais- bon quand même, hein. Mais, C'est quoi ça? c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on voit qu'on fait fausse route, quand on voit qu'on a l'iceberg dans la ligne de mire ou qu'on l'a percuté, à un moment donné, on peut se dire qu'il est temps soit de décélérer, soit d'utiliser le meilleur de ce que l'on a en termes de technologie et de progrès scientifiques, mais de certaines recettes, effectivement, qui ont existé avant, parce que la course, la fuite en avant que l'on a connue ces dernières années, mais je dis, il faut être vraiment très très aveugle, très très sourd et très très autiste pour ne pas se rendre compte qu'elle amène à une impasse dangereuse pour tout le monde. Ok, pour la rentabilité des projets circulaires, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Alors, on y reviendra. Pour la rentabilité des circulaires, nous avons aussi une piste chez Extrapreneur, c'est la valorisation de l'intangible. Donc, il y a le circulaire. Nous avons rajouté une boucle dans une de publications, valoriser l'intangible et bien l'articuler avec le tangible. Donc, ça, c'est les projets, le prouvent d'ailleurs, nos projets Extrapreneur le prouvent qu'on est capable de le faire. Voilà, il y avait une toute dernière Oui. question ou commentaire Alors, avant de boucler. Il y a eu plein de sujets en fait super intéressants. J'aurais bien voulu que les discussions puissent continuer encore bien plus longtemps. Mais il y a 2 éléments que j'aimerais que vous m'expliquiez un peu plus, enfin, et au On public n'aura pas aussi. beaucoup Hein. de temps, c'est une Bah, en minute. une il nous minute. reste, hein. Bah, après, on vous donnera chacun 1 minute pour conclure, parce qu'en Oui, fait, on oui. est un peu à la fin, donc je suis en train de déborder parce que j'ai vraiment envie de poser ces questions-là. J'aimerais bien que Benjamin nous explique un petit peu plus ce que c'est Green City, en une petite minute pour qu'on puisse comprendre un peu plus cet exemple qu'on a parmi nous. Et que Steven puisse nous expliquer un peu plus la regenerative finance. Donc aussi en 1 minute, qu'on puisse comprendre un peu plus ces concepts. Bonne chance les gars, bonne chance. Voilà, Donc, c'est un peu le genre challenge. impossible, mais dans la Sachant foulée de la qu'après, conclusion, dans la foulée de la conclusion peut-être, et donc de toute façon on et voit vous qu'on aurez a, encore 1 minute chacun on de a conclusion. adressé et on a ouvert la discussion, on sent qu'on a du filon ici. On n'aura pas terminé aujourd'hui, mais en tout cas on sent qu'on a du filon. Oui. C'est bon, passionnant. Oui. Bang, rapide, ok. vas-y. Regen Finance. Je vais vous donner un exemple qu'on a connu d'ailleurs sur Tivoli. Si on veut passer un fil électrique en dessous de la rue pour partager l'énergie d'un bâtiment à l'autre, c'est pas évident aujourd'hui si on n'est pas distributeur, producteur d'électricité. Regenerative Finance va prendre, et justement à l'échelle du quartier, donc vous avez tout à fait raison tout à l'heure, à l'échelle du quartier, essayer de faire en sorte que ça devienne une collectivité qui va profiter de tous les services et de ces services qui ont une rentabilité pour eux-mêmes au lieu que ça aille à l'extérieur. Alors ça ne veut pas dire que ça doit être fait par eux-mêmes, ça doit être fait en partenariat avec des gens qui savent produire de régies, l'électricité, de l'eau, nettoyer l'eau, etc. Mais c'est en fait un modèle qui permet de financer à long terme la régénération du quartier et des infrastructures de ce quartier. Donc même si on redonne la rue à la ville ou à la collectivité publique, à ce moment-là, cette rue doit faire partie de cette coopérative quelque part. Et donc il y a un projet à Anvers qui s'appelle Blue Gate Antwerp qui commence à fonctionner dans ce sens-là. Il y a plusieurs projets sur lesquels on me demande d'intervenir et on en cherche aujourd'hui pour créer ce modèle-là. Et c'est vraiment à l'échelle du quartier, parce que si on le fait à l'échelle d'un bâtiment, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut vraiment pouvoir intégrer le secteur public, le secteur privé, tous les partenaires, les futurs habitants, etc., dans une coopérative qui va profiter à long terme, ad vitam, de ce système. Donc c'est vraiment une vie de quartier en fait qui reprend l'ensemble des éléments et des services nécessaires et qui les crée en interne en et fait. qui paye son futur pour pouvoir avoir une vision à 100 ans. En même, fait, qui s'autonomise, qui se responsabilise, qui prend son quartier en main quoi. C'est Et génial. voilà, maintenant on va Merci. commencer à boucler. Non, il y avait d'abord le Green City quand même aussi. Ok. Je voudrais bien quand même Le timing, ma petite mais minute. super rapidement alors. Super oui. rapidement, oui. Alors, 1 minute. Tivoli Green City, c'est un quartier qui a été développé par CityDev, la SDRB, lancé à l'époque à tout seigneur, tout honneur par la ministre Heutebroek. C'est un quartier qui se veut durable, qui prend toutes les approches du développement durable et donc pas uniquement les performances énergétiques des bâtiments qui sont évidemment state of the art avec 30% de logements zéro énergie et le reste qui est passif, mais également la dimension de mixité fonctionnelle avec de la production d'emplois avec Greenbees qui est un incubateur dans l'économie circulaire et des ateliers, 400 logements, 2 tiers de logements conventionnés moyens et 1 tiers de logements sociaux, mixité sociale, 2 crèches, un espace public et qui prend toutes ces dimensions du développement durable, donc la biodiversité, la réutilisation de l'eau, des nichoirs pour les oiseaux, la cohésion sociale, le fait qu'on utilise les potagers communs à la fois comme îlot de verdure, mais également comme lieu de rencontre entre les habitants. Et donc c'est toutes ces dimensions qui sont possibles quand on travaille véritablement à l'échelle d'un quartier. On parle de plus de 1000 personnes qui vivent, travaillent, s'éduquent, grandissent
traverse un quartier. Et c'est quand on a ce genre d'approche-là qu'on y arrive. Et les pouvoirs publics peuvent, à ce moment-là, en partenariat avec le privé, expérimenter des voies nouvelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le quartier vit. Il y a des problèmes. Tout n'est pas parfait. Quand on innove, on est face à des problématiques. Et quand on met des humains ensemble des aussi. gens qui m'entendent parler de Tivoli, qui disent oui, mais enfin bon, moi j'y vis, je peux vous dire que c'est pas parfait, et c'est vrai. Mais vous savez quoi, c'est le quartier le plus ambitieux réalisé aujourd'hui à Bruxelles, et le suivant sera encore plus ambitieux, et il est en train d'être construit à Anderlecht, et il s'appelle Citygate. Super, merci Voilà. beaucoup. Ok. Eh ben, je vais vous demander à Voilà, chacun le souffle. petit mot de la fin pour clôturer. Je vous remercie en tout cas déjà pour tout ce que vous nous avez Ça partagé. nous C'était donne envie passionnant. de rester le reste de la journée ensemble, tellement que c'est passionnant. Oui, C'est ça notre touche à sujet tellement d'aspects, préféré. etc. Que oui, c'est vraiment En passionnant. un souffle, en une phrase, un peu le mot de la fin, chacun à son tour. On va commencer de ce côté-ci, du coup. Alors, Philippe. moi, j'ai juste envie de dire l'idée de qualité totale dans toutes ses dimensions. Voilà, c'est ça. Le quartier de demain, c'est effectivement là on a envie de vivre. Et j'aime beaucoup tout ce mouvement des habitats groupés. Mais écoutez, désolé, un quartier, quand il fonctionne bien, c'est un habitat groupé sur une grande échelle. Hein. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours réinventer la boule? Et je crains même parfois que certains habitats groupés se renferment un peu sur eux-mêmes et ne correspondent pas à cette idée de quartier ouvert tel qu'on pouvait le vivre dans le temps ou dans certains noyaux familiaux. Voilà. Voilà. Très bien. Merci Benjamin. Moi j'enchaîne là-dessus, toujours sur Tivoli. Il y a un habitat groupé parmi les îlots, et il y a 2 salles communes, une pour l'habitat groupé et une tournée vers le quartier. Donc je suis assez d'accord, il faut vraiment conserver cette idée de communauté. Et je pense que c'est une solution pour Bruxelles. On a la chance d'avoir une ville qui est multicentrique. Et il faut vraiment capitaliser là-dessus. Et on a commis des erreurs dans le passé à Bruxelles. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir, je pense, beaucoup de bonnes prémices dans les différents plans au gouvernement. Je pense qu'on a une approche holistique. On a du mal à la mettre en œuvre parce que l'efficacité de la mise en œuvre des décisions, c'est un problème belge et c'est un problème bruxellois. Mais c'est peut-être aussi une chance. Aujourd'hui, c'est d'avoir pu ne pas commettre certaines erreurs en allant tout dans une direction, et qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs qui sont prêts avec des projets dans les cartons, et que la crise d'aujourd'hui a révélé la nécessité de les approfondir. Je pense au plan Canal, je pense au PAD, je pense à cette densité de qualité, je pense à l'urbanisme tactique et à donc cette volonté d'avoir des occupations temporaires avec tous acteurs confondus, avoir ces projets à l'échelle des quartiers. Et je pense qu'on peut être relativement optimiste à Bruxelles. Et moi, je sens en tout cas l'intérêt que l'on a depuis l'extérieur, depuis quelques années. Les gens viennent voir ce que l'on fait. Et cette idée que l'on puisse produire en ville, de nouveau, d'amener de la fabrication de biens manufacturés au sein des cités, on est, je pense, là-dessus plutôt en avance, et en général on est cité dans des ouvrages de référence à côté de Brooklyn Navy Yards ou des plans de développement du port de Singapour. Donc c'est pas mal en fait, et donc soyons optimistes et volontaires. On peut être fier de notre Bruxelles. Merci. Moi, je vais reprendre le mot du début comme mot de la fin. C'est la ville peut être la solution. Michael Braungart et William McDonough, les pères de Cradle to Cradle, l'ont dit très clairement quand ils ont dit si les bâtiments, alors on peut l'éteindre au quartier, si les bâtiments sont comme des arbres, les villes sont des forêts. Un arbre nettoie l'air, crée un abri, produit de l'humus, etc. Il traite l'eau, il améliore les sols parce que la qualité des sols en ville et la compaction des sols en ville est un énorme problème. L'imperméabilité des villes, etc. est un énorme problème aussi. Mais il y a des solutions pour tout ça, et je pense que Bruxelles, capitale de l'Europe, et notre région doit être un exemple. Okay. Très bien, Merci. merci beaucoup. Brigitte. Bon, moi, je vais sans doute plaider pour ma chapelle, mais je pense que tous ces modèles devraient être plus développés en partenariat privé-public. Moi, je l'ai vécu beaucoup en France, où il existe une structure qui permet ça, qui sont les sociétés d'aménagement, qui, elles, réalisent sur base d'une vision politique un plan d'aménagement, réalisent toutes les infrastructures, imposent aux promoteurs, et ils ont un objectif qui est sans rentabilité pour la société d'économie, d'aménagement et d'économie mixte, mais ça permet des développements qui vont vite et qui permettent parfois d'imposer des choses que jamais les promoteurs n'auraient initiées. Je donne un exemple, c'est sur Batignolles, donc c'est le grand développement derrière la
la gare Saint-Lazare, l'aménageur avait décidé qu'on ne ferait plus de bâtiments à air conditionné. C'est un projet avec un grand parc, des logements, le nouveau palais de justice et une série de bureaux derrière la gare Saint-Lazare. Tout le monde s'est un petit peu interrogé en disant mais des bâtiments bureaux sans air conditionné. Eh bien, je vous dis qu'aujourd'hui, ils sont tous réalisés sans air conditionné. Ça marche très bien. Ils sont tous occupés et tous vendus. Mais ça, Merci. seul le politique et le public peut l'imposer. Ça n'est jamais initiative. Donc, que le techniquement, privé c'est va possible. prendre. Voilà. Ouais. Ok, ben voilà, merci à tous. On va faire un petit wrap-up. Alors, le wrap-up de Hugo, je vous invite à jeter un coup d'œil que vous pouvez retrouver sur setvortex.com. voilà. On est prêt, c'est impressionnant. Voilà. Voilà, vous avez vu ce que vous avez fait. Hein. Voilà la C'est systémique votre de vos faute, hein, idées. tout ça. Vous avez vu ça. Hein. Donc on voit clairement... Et comment est-ce que le public peut avoir accès justement vous à tout pouvez avoir ça accès dans setvortex.com, 7 le chiffre vortex.com, et le nom c'est 8e semaine. Alors 8e, alors vous avez 8e construction immobilière. Et avec le titre, vous allez être dans 8e, vous allez trouver chaque fois le nom des panels qui ont été commis. Et donc c'est vraiment quelque chose auquel je vous invite dans de nos travaux futurs qu'on fera ensemble, de partir là-dessus et de partir sur ce qu'on aura fait, ici, oui. Michel, j'essaye depuis très longtemps de transformer ce genre de diagramme en quelque chose qui est en 3 dimensions, qu'on peut regarder dans tous les sens. Parce que comme la valeur est dans les liens, il faut pouvoir trouver tous les liens. Et le problème, c'est que les liens, souvent, ils passent derrière les Eh bien, les va boules. au bar avec Hugo, alors. Hein. Pour Ok. passer Ça, à la c'est l'homme de version. la situation. On a ici un petit peu, moi j'ai mis, en fait c'est amusant parce que ici j'ai mis en vert les dimensions humaines, en rouge les dimensions plutôt structurelles, et on voit à nouveau une double, c'était très intéressant dans les 3 panels de hier, dans des sujets tout à fait différents, on avait ce double mouvement, faire bouger les clous petit à petit structurellement vers le partenariat public-privé 2.0, des nouvelles formules financières régénératives, des formules de petits jobs qui se permettraient de fonctionner sans que ça coûte 5 000 € par mois par personne, mais dans des métiers qui facilitent en fait toutes ces fonctionnalités communes. Une mixité de fonctions et une agilité de fonctions, ça c'est des grosses discussions avec les urbanismes respectifs. Ça, vraiment, c'est important de pouvoir bouger les clous. Les nouveaux contrastes, les nouveaux paradoxes sont ces tensions à l'origine des questionnements intéressants. Oser plonger dedans. Hein, comme on a plongé dans notre question ensemble au début, personne n'y croyait, on a réussi. Donc on est très très heureux. Des occupations précaires, permettre ce genre de formule-là, tout ça est très nouveau. Aussi dans la rapidité Ok. Et alors dans la dimension humaine, c'est vraiment voir de s'organiser mieux pour avoir une occupation plus large des mètres carrés, oser fabriquer en ville, oser ces solutions de la ville, la facilité, c'est évidemment de rester à la campagne ou de partir à la campagne, expérimenter cette résilience, expérimenter cette solidarité, oser faire des erreurs, oser se tromper, oser se prendre le chou et oser apprendre sur le terrain. Voilà. Good Ancestor, merci beaucoup, c'est fascinant et c'est touchant. J'espère que le livre est bon. Hein. Ah bah oui, mais non, mais attends, rien que le titre, il est déjà bon, donc on prend. Soyons des bons ancêtres pour notre descendance. Merci. L'idée est bonne, merci en tout à cas. tous. Et la notion holistique et systémique, aujourd'hui on le sait, c'est sur toutes les lèvres. Hein, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on travaille à la question. C'est le 8e sommet de l'économie systémique. Aujourd'hui, tous les doigts pointent vers nous. Souviens-toi comme au début, on nous a pris pour des oiseaux. Ben, Oui, ça on va est toujours changer. des oiseaux. Hein. Soyez rassurés, on est toujours les mêmes fous qui osent rêver de nouveaux liens et de nouvelles choses inattendues. Voilà. Ok, ben voilà, merci beaucoup à tous. Nous allons mettre ça au propre. On va vous l'envoyer sous forme de carte blanche de 5000 signes qui va passer dans les médias qui voudront bien nous publier, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Dans tout 5 grand minutes, on merci. redémarre. Bravo. Merci beaucoup. Restons en contact.